Le président russe Vladimir Poutine est en crise. Après environ 2 ans et demi de combat, son armée n'a toujours pas réussi à capturer l'Ukraine. Au contraire, chaque gain territorial est suivi d'une réaction encore plus féroce de la part de l'Ukraine. Pire encore pour Poutine, cette réponse bénéficie d'un soutien croissant du reste du monde. Des centaines de milliards de dollars d'aide militaire ont été envoyés à l'Ukraine et des engagements valant des milliards de dollars ont été pris. En outre, Poutine doit désormais admettre que ses actions ont conduit de nombreux membres de l'OTAN à prendre des mesures pour se réarmer afin de se préparer à un éventuel conflit avec la Russie. Ce n'est pas ainsi que l'annexion de l'Ukraine était censée se dérouler. La Russie s'attendait à une attaque et à une occupation du pays d'ici quelques semaines. Et l'Occident n'aurait même pas la possibilité de réagir. Cela ne s'est pas produit. Mais au moins Poutine n'a à s'inquiéter que de l'Occident. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que la Russie, son éternel ennemi, a défendu l'Ukraine. Pour Poutine, il s'agit d'un autre exemple de la manière dont l'Occident tente d'exercer un contrôle géopolitique sur le reste du monde en mettant son nez collectif dans des choses avec lesquelles il n'a rien à voir. Cependant, l'Occident n'est pas le seul à s'opposer à la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Japon s'est positionné non seulement comme un partenaire de l'Ukraine, mais aussi comme un ennemi de plus en plus réel de la Russie. Aujourd'hui, le pays a porté un nouveau coup dévastateur aux ambitions de Poutine et de nouveaux changements d'entaille. La politique intérieure pourrait devenir une épine encore plus grande dans le pied du président russe. Cela nous amène à la vidéo. Nous examinerons le dernier coup dévastateur porté par le Japon à la Russie, ainsi que tout ce que fait le Japon pour s'opposer au régime de Poutine. Vous découvrirez également pourquoi tout cela se produit, avant de plonger dans le débat clé entourant l'approche japonaise du conflit en Ukraine. Mais d'abord, un coup dévastateur. En février 2024, des responsables japonais et ukrainiens se sont rencontrés pour discuter d'un nouvel accord d'investissement qui pourrait essentiellement permettre au Japon d'acheminer de l'argent vers l'Ukraine, même face au bombardement continu de la Russie. Lors des négociations de l'accord, le Japon a réaffirmé l'engagement pris au début du conflit de continuer à soutenir la reconstruction de l'Ukraine. Ces conversations ont été extrêmement productives. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé un accord fiscal bilatéral dans lequel les deux pays codifieront un ensemble de règles fiscales pour éviter la double imposition des entreprises et des particuliers. En d'autres termes, les investisseurs japonais qui souhaitent investir de l'argent en Ukraine n'ont plus à se soucier des impôts du Japon et de l'Ukraine. Bien que cela puisse paraître minime, cela signifie que le Japon s'implique de plus en plus dans l'aide à l'Ukraine, permettant ainsi aux investisseurs de dépenser plus facilement de l'argent dans le pays. L'Ukraine a désespérément besoin d'argent pour reconstruire et financer la lutte contre la Russie. Le Japon soutiendra ces nouvelles règles fiscales en assouplissant les contrôles des visas, en facilitant à nouveau l'entrée et l'investissement des investisseurs japonais en Ukraine, et en apportant un soutien accru aux sociétés japonaises de capital risque en Ukraine. Bien que Kishida n'ait pas fourni plus de détails à l'époque, son homologue ukrainien Denis Shmyhal a annoncé plus tard sur la plateforme de médias sociaux Telegram que le Japon créerait un programme en 2 parties visant à fournir 1,35 milliard de dollars de soutien aux investisseurs japonais travaillant en Ukraine. Cela équivaut à 1,35 milliard de dollars, qui pourrait devenir bien plus au fil du temps. Tout l'argent que l'Ukraine peut utiliser pour financer à la fois sa guerre et ses efforts de reconstruction. Selon Shmyhal, le nouvel accord fiscal ouvre également la porte aux grands constructeurs automobiles japonais, tels que Toyota et Honda, pour ouvrir des usines en Ukraine. Une fois de plus, ces installations de production sont tournées vers l'avenir, fournissant des emplois aux Ukrainiens après la guerre, tout en démontrant que les entreprises internationales sont bien plus disposées à faire des affaires avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Coup dur pour Poutine. Et ce n'est pas le seul coup que le Japon a reçu ces derniers mois. Selon VOA, le Japon avait déjà fourni 10 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine jusqu'en février 2024. Il est important de noter que cette aide était de nature à la fois humanitaire et financière, et non du type d'aide militaire que de nombreux autres pays ont fourni. Après la conférence des premiers ministres de l'Ukraine et du Japon,
Il a également été appris que le Japon s'était engagé à fournir une aide financière d'un montant supplémentaire de 12 milliards de dollars, dont 4,7 milliards de dollars iront à l'Ukraine jusqu'à fin février 2024. Cela place le Japon parmi les 5 premiers pays au monde en termes d'aide financière à l'Ukraine, derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et plusieurs institutions européennes. Le message que le Japon envoie à Poutine est clair. Tokyo soutient l'Ukraine. Et si Poutine n'avait pas reçu ce message au milieu de cette nouvelle avalanche d'engagements financiers, il l'aurait certainement reçu lorsque Fumio Kishida s'est présenté devant le Congrès américain pour prononcer un discours le 11 avril 2024. Ce jour-là, Kishida a déclaré au Congrès que le leadership américain sur la scène internationale était essentiel, renforçant l'engagement du Japon envers ce que Poutine considère comme l'hégémonie mondiale occidentale. Kishida a également clairement déclaré à la foule. Comme je le dis souvent, l'Ukraine d'aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est de demain, avant de féliciter les États-Unis pour leur soutien non seulement à l'Ukraine, mais aussi à la région Indo-Pacifique. Il a qualifié l'opération militaire spéciale de Poutine d'attaque de Moscou et demandé combien de temps il faudrait avant que les pays de l'Indo-Pacifique, y compris le Japon, soient confrontés à une réalité tout aussi dure sans l'intervention américaine. Kishida a conclu son discours par un simple message adressé à Poutine. Le Japon continuera à soutenir l'Ukraine. Si Poutine croyait qu'il y avait un espoir d'améliorer ses relations avec le Japon, au moins pendant que la guerre en Ukraine se poursuit, ces 7 mots mettant un terme à cette vision. Mais en réalité, les relations entre les deux pays sont tendues depuis des décennies. Et l'annonce par le Japon d'une aide financière accrue à l'Ukraine est la dernière d'une série de désaccords qui se sont accumulés jusqu'à présent. Des malentendus comme ceux qui entourent un petit groupe d'îles que la Sifotsamoyen. Russie appelle les îles Kouril et que le Japon appelle les territoires du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a occupé ces îles, situées à seulement 350 km au nord-est de l'île la plus septentrionale du Japon, Hokkaido. La saisie a depuis été contestée et Reuters note que les hostilités entre le Japon et la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas encore terminées en raison de leurs positions différentes sur les îles. Ces points de vue sont devenus encore plus déterminés grâce aux récentes actions de la Russie. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, début 2010, la Russie semblait sur le point de céder ses territoires du Nord au Japon. Cette possibilité a en fait eu un impact sur la politique étrangère du Japon, affirme le CSIS, puisque l'ancien premier ministre Shinzo Abe a passé une grande partie de son mandat à améliorer les relations entre le Japon et la Russie afin de créer suffisamment de bonne volonté pour parvenir à un accord. De cette approche sont nés des pourparlers diplomatiques, des projets touristiques communs et même des investissements japonais dans le développement économique local de la Russie. Mais la Russie a fondamentalement pris toute cette bonne volonté et l'a gaspillée. Depuis 2015, la Russie n'a cessé d'augmenter sa présence militaire dans les territoires du Nord, et des images satellites montrent que Poutine construit des infrastructures qui, selon le CSIS, s'étendent jusqu'à 23 km d'Hokkaido. Ces changements incluent la construction de casernes suffisamment grandes pour accueillir les 7 habitants de Kunashiri, ainsi que le stockage de missiles anti-navires balles, ASM, sur l'île. Le point le plus méridional de cette île se trouve à seulement 16 milles du territoire japonais. Des activités similaires incluent la construction de casernes et l'installation du bastion ASM à Itorov, à seulement 80 km du territoire japonais, ainsi que l'agrandissement de la base et le développement de l'aérodrome russe de Paramashiri. Cette île est à seulement 580 îles du Japon. L'ASM BAL et le bastion ont une portée de 285 à 310 000, ce qui signifie que la Russie a essentiellement envoyé un message au Japon selon lequel elle pourrait attaquer presque n'importe quel navire près de Hokkaido si elle le souhaitait. Les tensions se sont accrues tout au long de l'année 2010, puis est survenue l'invasion russe de l'Ukraine, qui a amené le Japon à démontrer qu'il ne se laisserait pas intimider par l'agression de Poutine. Même face à la menace russe croissante au nord,
le Japon a toujours fourni une aide financière à l'Ukraine. En outre, le pays a été l'un des premiers à coopérer avec les États-Unis et d'autres membres du groupe des 7, c'est-à-dire les pays du G7, un groupe de 7 des plus grandes puissances économiques du monde, dans la mise en œuvre de sanctions pénales. Ces sanctions initiales comprenaient le gel des avoirs, des restrictions sur l'accès rapide au paiement et des restrictions sur l'importation et l'exportation de divers produits contrôlés. De nouvelles sanctions ont suivi. En avril 2022, le Japon a révoqué le statut de nation la plus favorisée de la Russie. D'autres gels d'actifs et interdictions d'exportation ont été imposés, y compris des interdictions sur les produits de luxe en provenance de Russie. Même en 2024, le Japon continuera d'appliquer des sanctions. En février 2024, elle a rejoint le G7 pour imposer un prix plafond au pétrole russe, avec de nouveaux gels d'actifs et interdictions d'exportation en mars, avril et juin. Le Japon a également montré son soutien à l'Ukraine par d'autres moyens. Par exemple, Fumio Kishida a été président du G7 en 2023, poste qu'il a occupé pour attirer l'attention du monde entier sur les actions de la Russie en Ukraine. Selon les SCRS, ces activités comprenaient une visite à Kiev en mars 2023, la première visite d'un dirigeant japonais dans une zone de conflit actif depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une coïncidence si cette visite à Kiev a eu lieu à peu près au même moment où Poutine tenait un sommet avec le président chinois Xi Jinping à Moscou. Et ces deux événements semblaient tracer des lignes dans le sable entre les quatre nations. La visite de Kishida en temps de guerre a également marqué une rupture avec la tradition japonaise, généralement axée sur la diplomatie plutôt que sur le soutien direct aux parties belligérantes. Le Japon n'évitait plus la guerre. Grâce à Kishida, l'Ukraine a également eu l'occasion d'établir des relations avec des pays asiatiques avec lesquels elle ne pourrait autrement coopérer. Par exemple, en mai 2023, le premier ministre japonais a invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G7, auquel Kishida a également invité des représentants de l'Inde, de l'Union africaine et de l'Association des nations du Sud-Est. C'est un nouveau coup dur pour Poutine, qui a vu son rival actuel mener des négociations diplomatiques avec des pays avec lesquels il souhaite s'attirer les faveurs. Nous voyons ainsi le dernier coup que le Japon a porté à la Russie. La promesse d'une aide financière continue de plusieurs milliards de dollars est en fait la plus grande promesse après plusieurs incitations diplomatiques faites par le Japon. Tout cela nous amène à la question: pourquoi le Japon a-t-il désormais décidé de soutenir pleinement l'Ukraine dans ses efforts contre la Russie? Certaines des raisons ont déjà été expliquées. Les relations du Japon avec la Russie ont toujours été marquées par certaines tensions, même à l'époque où le Japon tentait de fournir un rameau d'olivier diplomatique. Poutine n'a fait qu'accroître ces tensions en militarisant les territoires du Nord, transformant les îles en une menace très réelle pour le Japon et sa souveraineté, même si l'on ignore les revendications territoriales du Japon sur les îles. Cependant, ces problèmes à eux seuls ne suffisent pas à expliquer la lente transition du Japon des tentatives diplomatiques vers un soutien total à l'Ukraine. D'autres facteurs entrent également en jeu. Le Japon, par exemple, a une approche de sa politique étrangère différenciée de celle qu'il a adoptée depuis des décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a pris la décision délibérée d'orienter sa politique étrangère vers le pacifisme. Nous le voyons dans les relations avec la Russie. Jusqu'à ces 2 dernières années, les nations ne se sont jamais affrontées, même lorsque la Russie a occupé un territoire sur lequel le Japon revendique ses droits. Dans un article intitulé « Paramètres historiques de la politique étrangère japonaise », Brookings note que cette approche a été extrêmement profitable pour le Japon. L'institution du système de Bretton Woods, qui exigeait que les monnaies soient rattachées au dollar américain, a conduit à de longues périodes de succès économique. De plus, en adoptant un rôle plus passif, affirme Brookings, le Japon a pu surmonter les diverses crises, révolutions et guerres qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale dans les régions de l'Indo-Pacifique et de l'Asie de l'Est, et en est ressorti presque indemne. Cependant, les circonstances internationales éloignent lentement le Japon de sa politique de passivité et de pacifisme. L'un de ces problèmes est la modernisation en cours de la Chine depuis 2000,
Et le Japon pense probablement qu'à mesure que l'influence de la Chine augmente, elle perd lentement sa position d'acteur majeur du pouvoir dans la région Indo-Pacifique. Cette montée de l'influence chinoise pourrait aussi expliquer le rapprochement du Japon avec la Russie. Poutine et Xi sont des alliés évidents à bien des égards. Cela peut être vu sur les sommets mentionnés ci-dessus. Si l'on ajoute à cela la militarisation russe des territoires du Nord, le Japon compte désormais 2 pays qui menacent sa souveraineté de manière subtile. Parfois moins subtile. Face à ces problèmes, le Japon a dû modifier sa stratégie nationale. Selon le CSIS, ce changement est en réalité le résultat d'une évolution amorcée lors de la guerre du Golfe Persique en 1991. À cette époque, le Japon était fortement dépendant du Moyen-Orient pour ses importations de pétrole, même s'il contribuait également à hauteur de 13 milliards de dollars pour soutenir les forces de la coalition combattant dans le Golfe Persique. Les actions du Japon à l'époque ont été critiquées comme étant une diplomatie de contrôle et beaucoup se sont demandé pourquoi le pays refusait d'engager ses propres forces pour soutenir les troupes de la coalition. Le SCRS note que ces critiques marquent un changement dans l'approche japonaise du concept de coopération internationale. Dans les années qui ont suivi, il a établi et élargi des partenariats avec ses alliés et augmenté ses dépenses de défense. Ces derniers efforts ont abouti à l'approbation par le gouvernement japonais d'une demande portant sur le plus grand programme de défense de l'histoire du pays. Le plan prévoit que le Japon investira 55,9 milliards de dollars dans son armée en 2024, un chiffre qui augmentera chaque année pour atteindre un maximum de 62,5 milliards de dollars en 2027. Ajoutez à cela l'inclusion du Japon dans un accord de défense trilatéral avec les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que le renforcement des liens avec l'OTAN, l'Inde et l'Australie. Et vous obtenez un pays qui remodèle sa politique étrangère. La passivité ne peut pas fonctionner dans le paysage mondial actuel. Le SCRS note que les Japonais soutiennent généralement ces changements d'approche. Par exemple, une enquête menée en mars 2022, un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a révélé que 77% des citoyens japonais pensaient que la communauté internationale devait s'unir pour mettre fin à l'invasion russe. Dans le cas contraire, les personnes interrogées craignaient que les changements territoriaux imposés par la Russie puissent ouvrir la voie à de futures tentatives de changement, comme l'invasion chinoise de Taïwan. Une fois de plus, nous revenons à une situation dans laquelle le Japon est de plus en plus préoccupé par les jeux de pouvoir des autres nations. L'occupation de l'Ukraine par la Russie renforcerait la confiance de la Chine dans sa capacité à tenter la même chose dans la région Indo-Pacifique avec Taïwan. Il était donc crucial qu'elle s'inscrive dans un effort collectif visant à empêcher une opération militaire spéciale de Poutine, car cela signifierait qu'elle pourrait justifier sa participation à de futurs efforts conjoints visant à stopper l'expansion chinoise. Il s'agit d'un changement complet de politique qui a durement frappé Poutine, qui pensait peut-être pouvoir maintenir des relations cordiales avec le Japon même après l'invasion de l'Ukraine. Cela serait possible sans un autre changement en cours au Japon. Les hommes politiques qui tentent depuis si longtemps de bâtir des relations plus solides avec la Russie vieillissent progressivement. C'est ce que révèle un rapport d'octobre 2023 de la Fondation Carnegie, qui note que plusieurs lobbies pro-russes dans le pays ont fait la une des journaux, alors même que le Japon a exprimé son soutien à l'Ukraine. Ces hauts responsables politiques ont fait valoir que les réponses de l'OTAN à la Russie étaient provocatrices et que l'Ukraine avait mal orienté sa politique. Cependant, depuis 2010, lorsque la politique pro-russe au Japon a atteint son apogée, les lobbyistes se sont calmés. L'assassinat de Shinzo Abe a été à l'origine de cette agitation. L'homme qui a souvent qualifié Poutine de « cher Vladimir » est responsable de l'échec du Japon à imposer des sanctions à la Russie lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Il a également prévu de renforcer la coopération économique entre le Japon et la Russie en 2016. Même après sa démission de son poste de Premier ministre en 2020, la Fondation Carnegie affirme que son influence au sein du parti libéral-démocrate japonais conduirait probablement à des politiques plus pro-russes. L'assassinat d'Abe en juillet 2022 a fait perdre à Poutine son plus grand allié japonais.
Il a également dû observer que d'autres alliés, tels que l'ancien premier ministre Yukio Hatayama et Yoshiro Mori, sont devenus trop vieux pour avoir une réelle influence sur la politique japonaise. Ils sont actuellement à la retraite. Une autre influence pro-Poutine dans la politique japonaise fut Muneo Suzuki, le premier homme politique étranger que Poutine a accueilli après être devenu président de la Russie. Suzuki a même servi de conseiller politique officieux de la Russie sous le gouvernement Abe, démontrant à quel point ses liens avec la Russie sont devenus forts. Mais Suzuki évolue désormais sous un nuage de doutes internes. Son emprisonnement pour corruption dans les années 2000 n'a pas aidé, puisque toutes ses tentatives de se rendre en Russie depuis février 2022 ont été bloquées par son propre parti. Une nouvelle génération de politiciens émerge au Japon. À chaque perte de la vieille garde, l'influence de Poutine diminue au point qu'il lui est presque impossible d'entretenir des relations avec le Japon. La signature d'un pacte de défense mutuelle avec la Corée du Nord en juin 2024 signifie essentiellement que Poutine a mis fin à toute chance de rétablir ses relations. Pour le Japon, ces pactes ne sera rien d'autre qu'un signe supplémentaire d'agression après les actions de la Russie dans les territoires du Nord et sa loyauté envers la Chine. Après tout, la Corée du Nord représente une autre menace sérieuse pour le Japon dans la région Indo-Pacifique, ainsi qu'une menace pour les alliés sud-coréens du Japon. Comme le souligne le Council on Foreign Relations, l'alliance avec la Russie rend la Corée du Nord encore plus dangereuse, confirmant ainsi les affirmations de Fumio Kishida selon lesquelles l'agression russe contre l'Ukraine ne peut être considérée comme un problème exclusivement européen. Tout cela nous ramène à la décision du Japon d'envoyer encore plus d'aide financière à l'Ukraine. Les réactions de Poutine à ce coup dur montrent à quel point les relations entre la Russie et le Japon se sont détériorées. En juin 2024. Kyodo News. Rapporté, à la suite des déclarations du président russe, que les conditions actuelles entre les deux pays ne sont pas propices à leur retour à l'aise, table des négociations, afin de créer un accord de paix pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Le Japon serait probablement d'accord, mais pas pour les mêmes raisons citées par Poutine. Selon Poutine, la faute en incombe entièrement au Japon et à son soutien à l'Ukraine. Tout ce qu'il a été fait par le Japon, et affirmé Poutine, apparemment inconscient, probablement délibérément, du fait que les décisions du Japon étaient prises sur la base de ses actions et opérations militaires spéciales. Ces commentaires interviennent après la suspension des pourparlers de paix avec le Japon en mars 2022. Poutine est allé encore plus loin et a déclaré qu'il n'hésiterait pas à visiter les îles qui composent les territoires du Nord, disant essentiellement au Japon qu'il serait heureux de l'encourager à renforcer leur statut d'île russe. En lisant entre les lignes, il était clair que le renforcement du soutien japonais à l'Ukraine a porté un coup dur à Poutine. Ce n'est pas un hasard s'il a mis fin aux négociations d'un traité de paix en mars, alors que le Japon soutenait l'Ukraine depuis 2 ans. La promesse d'une aide supplémentaire de 12 milliards de dollars semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cet argent envoie un signal plus clair que jamais que le Japon n'est plus un allié de la Russie, mais un ennemi. L'état de l'ennemi nous amène à la dernière question que nous poserons dans cette vidéo. Les promesses japonaises d'aide financière se transformeront-elles un jour en promesses d'aide militaire? Il y a eu un débat sur la question de savoir si le Japon devrait franchir la dernière étape pour renforcer son soutien à l'Ukraine. Si cela se produit, le coup porté à Poutine sera encore plus sévère que la détérioration des relations qu'il a dû observer au cours des 2 dernières années et que l'aide financière du Japon réunisse. Cependant, le Japon hésite encore à rendre les armes. En fait, le Japon a déjà trouvé plusieurs solutions diplomatiques qui lui permettent de fournir indirectement des armes à l'Ukraine sans les fournir réellement. Par exemple, il ne semble y avoir aucune condition quant à l'aide financière de plusieurs milliards de dollars qu'elle fournit, ce qui signifie que l'Ukraine sera probablement libre d'utiliser cet argent pour acheter des armes si elle le souhaite. Dans le cas contraire, cette aide contribuerait à maintenir l'économie ukrainienne en vie à un moment où elle risquerait fortement de s'effondrer. Encore une fois, cela pourrait aider l'Ukraine à acquérir des armes et lui permettre également
de maintenir sa base de fabrication opérationnelle afin de pouvoir produire elle-même des armes. Le plus intéressant c'est que le Japon a trouvé des solutions dans le domaine de l'armement. Par exemple, Nikkei Asia a rapporté en juillet 2024 que le Japon avait accepté de vendre des missiles Patriot d'une valeur de 19 millions de dollars aux États-Unis, soi-disant pour aider les États-Unis à reconstituer leur stock après avoir livré des centaines de missiles à l'Ukraine. Il n'y a aucune condition quant à la manière dont les États-Unis utiliseront ces systèmes de missiles une fois qu'ils atterriront à Washington. Il est tout à fait possible, peut-être même probable, que les systèmes Patriot que le Japon fournit aux États-Unis finissent en Ukraine, où les États-Unis servent essentiellement d'intermédiaires afin que le Japon n'ait pas à fournir les armes directement. La Russie en est consciente. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'apparition de missiles japonais en Ukraine aurait des conséquences sur les relations entre la Russie et le Japon. Cependant, étant donné l'état de ces relations, le Japon ne s'inquiète probablement pas trop des conséquences. Il convient également de noter que le Japon a fourni des équipements de protection à l'Ukraine dans le cadre de son programme d'aide. Les livraisons d'équipements non létaux, notamment des gilets pare-balles, des casques et une centaine de véhicules non militaires, montrent que le Japon s'est disposé à soutenir l'Ukraine de manière plus directe. Il impose cependant des limites aux expéditions d'armes. Certains disent que le Japon devrait changer cette politique. Par exemple, un article publié en avril 2023 dans le Japan Times indiquait que le Japon est le seul membre du G7 à n'avoir pas encore envoyé d'armes directement en Ukraine. Cependant, le même rapport note que le Japon a modifié ses directives, autorisant les dons sous-mentionnés de casques, de gilets pare-balles et de véhicules. À l'époque, des discussions étaient en cours concernant la possibilité de nouvelles modifications de ces lignes directrices qui permettraient au Japon de fournir des armes meurtrières à l'Ukraine. Ces conversations n'ont apporté aucun changement. Toutefois, le même rapport suggère qu'il existe un appétit croissant pour une position plus active au Japon. Nippon Ishin no Kai, une partie populiste de droite au Japon, montre cet appétit. En 2023, le secrétaire en chef de la chambre haute du parti, Naoki Inoue, a décidé d'envoyer 20 camionnettes en Ukraine, chacune chargée de conserves et d'autres articles. Il l'a payé en partie avec les allocations des membres de son parti, pendant qu'il envoyait le message de livraison. En d'autres termes, c'est la même approche que le Japon pourrait utiliser pour fournir des systèmes de missiles Patriot plus d'un an plus tard. D'autres soutiennent que le Japon ne peut pas fournir directement des armes parce qu'il a son propre déficit. L'une de ces personnes est Atsuko Higashino, professeur à l'université de Tsukuba, qui étudie la guerre en Ukraine. Il est favorable à ce que le Japon fournisse à l'Ukraine des missiles Patriot, même s'il estime également que ces livraisons sont peu probables dans un avenir proche car le Japon a toujours un grave déficit en matière de systèmes de défense. Un déficit que les récentes approbations du budget militaire pourraient corriger. Peut-être que le Japon fournira une aide militaire plus directe à l'Ukraine à l'avenir, lorsqu'il estimera pouvoir se défendre contre la Russie et la Chine dans la région Indo-Pacifique. Dans le cas contraire, les 12 milliards de dollars promis en février 2024 constitueront un coup dur pour Poutine, à la fois en termes de soutien accru à l'Ukraine et de détérioration supplémentaire des relations entre la Russie et le Japon. Si le Japon décide de commencer à envoyer des armes, cette attaque sera suivie d'une ombre qui signalera l'intention du Japon de véritablement affronter la Russie, et pas seulement en Ukraine, mais aussi dans les efforts visant à étendre son influence dans la région Indo-Pacifique, ainsi que dans les efforts visant à militariser les territoires du Nord. Mais qu'en pensez-vous? Le Japon est-il sur le point de commencer à envoyer des armes à l'Ukraine? Ou est-il encore trop pris dans sa politique pacifiste pour le faire? Comment pensez-vous que la Russie réagirait si le Japon franchissait cette ligne et allait au-delà de la simple aide financière à l'Ukraine? Partagez vos réflexions dans la section commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, allez voir l'Australie qui vient de porter un coup dur à la Russie ou cliquez sur cette autre vidéo.